Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Loi des séries. Chaque semaine, vous le savez, on est au rendez-vous avec toute l'équipe pour passer en revue l'actualité des séries, celles et ceux qui la font. On va vous présenter évidemment tous nos invités, ils sont très nombreux à nous rejoindre dans cette émission. Une émission un petit peu particulière parce qu'effectivement, on a été rattrapé en début de semaine par l'actualité des séries. C'est une série qui a duré pendant 10 ans à la télévision américaine. Elle fête l'année prochaine ses 30 ans depuis son lancement. Et les 20 ans depuis sa fin, 10 saisons pour Friends. L'un des comédiens principaux de cette série, un peu plus d'un an après leur retrouvaille pour un prime spécial sur HBO Max, Matthew Perry nous a quittés en début de semaine à l'âge de 54 ans. Vous allez voir apparaître évidemment à l'image une photo de la série Friends qui symbolise bien ce qu'on avait envie de pouvoir dire. C'est le moment où les deux amis, Joey et Chandler, se séparent puisque Chandler va vivre sans son pote Joey. Et c'est vrai que cette séquence-là, cette photo-là a beaucoup circulé cette semaine. Et on voulait pouvoir mentionner évidemment cette actualité pas très heureuse avant de passer à notre émission traditionnelle avec toi, Julia. Parce que évidemment, cette année, Matthew Perry avait sorti en France ses mémoires qui s'appellent Friends, Mes amours et cette chose terrible, aux éditions Michel Lafon. Moi, je l'avais lu il y a un an, c'était bouleversant. Et qui sort là, au mois de novembre, en livre de poche, si vous ne l'avez pas vu. Okay. Lu, c'est le moment de vous le lire. Qu'est-ce qu'il raconte dans ce livre, en fait ? Il raconte plein de choses, il raconte ses succès, ses amours, et il raconte évidemment tout sur Friends, mais il y a une grande part du livre qui est consacrée aux addictions qu'il a menées pendant plus de 20 ans, qui étaient très morcelées, parce qu'il avait des grands highs et des grands lows. Et il le fait avec énormément d'humour, ce qui fait que pour moi c'est vraiment la spécificité de cette autobiographie, parce que c'est pas du tout misérabiliste, c'est le premier à rire de ses malheurs, et c'est très cru. Il explique, je crois d'ailleurs, que sur 10 saisons de Friends il avait été sobre une seule saison, je crois. Et justement il raconte, et les fans avaient adoré, je m'en rappelle pas très bien, je veux pas raconter n'importe quoi, mais dépendant de ce qu'il avait comme moustache, c'était les opioïdes, je crois que c'est quand il avait une moustache, quand il avait... La coke ou l'alcool. Ou la coke ou l'alcool, quand il avait une barbe. Et le fait qu'il soit plus ou moins gros... En fait, selon son physique, on pouvait savoir s'il était en train de se battre avec la drogue, avec l'alcool. Et je crois de mémoire qu'il raconte que la saison 9 ou la saison 7, je ne sais plus laquelle, il faisait les allers-retours le matin entre l'hôpital de désintox et évidemment le tournage de la Warner. On salue d'ailleurs au passage, je pense, Emmanuel Curtil, qui a accompagné Matthew Perry chez nous. C'était sa voix française. On l'a reçu il y a quelques mois. C'est vrai que je crois qu'il a été bien touché aussi par la disparition de ce comédien. Et tu voulais nous lire un extrait. D'abord, je le conseille en fait parce que en France, une personne sur 5 va être touchée par des problèmes de santé mentale ou d'addiction. Donc c'est beaucoup, on en a beaucoup autour de nous. Et je pense qu'il faut aussi le voir presque comme une cartographie de l'addiction, parce que c'est un guide aussi pour comprendre les gens autour de nous, vraiment dans le quotidien. Donc je le conseille pour ça. Et surtout dans la Loi des séries, on voulait être au plus proche finalement de la dernière volonté de Matthew Perry, qui avait dit il y a un an lors d'une interview qu'il espérait que le jour où il disparaîtrait, on ne parlerait pas que de Friends, mais on parlerait de ce qui a le plus, selon lui, marqué sa vie, et c'est le travail qu'il a fait pour les personnes souffrant d'addiction. Donc on voulait finalement, je voulais lire un tout petit extrait qui s'inscrit finalement dans ce grand sujet qu'est la santé mentale, pour lequel on est très en retard en France, et qui, j'espère, évoluera au fil des prochaines années. C'est la dernière page, je crois, du livre. C'est la toute dernière page, ça ne spoil évidemment rien, mais je trouve ça très très beau, donc je me permets de partager cet extrait avec vous. Qui vais-je bien pouvoir devenir ? Peu importe, je serai quoi qu'il arrive un homme qui a enfin acquis le goût de la vie. Ce goût, je l'ai combattu de toutes mes forces. Mais au bout du compte, admettre la défaite a été ma victoire. L'addiction, cette chose terrible, est bien trop forte pour que quiconque puisse la vaincre seul. Mais ensemble, un jour après l'autre, nous pouvons y arriver. Merci Matthew Perry. Voilà, et c'était dans le livre donc de Matthew Perry, les mémoires qui sont sortis chez Michel Lafon, Friends, Mes amours et cette petite chose terrible. Enfin, pas cette petite chose terrible. Cette chose terrible. Elle n'est pas petite du tout. Non, mais il aurait pu le dire de manière un peu ironique. Friends qui est multi-rediffusé sur toutes les chaînes de la TNT. En ce moment, en France, c'est encore Netflix qui a les droits de la diffusion, avant peut-être l'arrivée de la plateforme Warner très bientôt. Mais pour l'instant, vous pouvez revoir les 10 saisons. Je dis ça pour celles et ceux qui n'auraient pas vu. Et autour de cette table, on ne vise personne. Je suis désolé, Maëlie. Bonjour. J'en profite d'ailleurs pour vous présenter les deux premières invitées qui sont avec nous. Enfin, une invitée, pardon, parce qu'on va plus parler à l'autre invitée, parce qu'on n'a rien en commun avec elle et on est mortifiés. Est-ce que je peux être comme ça d'ailleurs pour les...
Histoire de la mettre au rebut. Non, Maëlys Affran, que vous découvrirez avec nous dans ce studio, qui sera dans quelques heures sur la scène du Casino de Paris pour la comédie musicale Mamma Mia. Tu interprètes Sophie, Sophie Sheridan, très exactement, dans cette comédie musicale, aux côtés notamment de Gaël Gauthier, qui joue le rôle de Donna Sheridan et qui était Sophie il y a plus de 15 ans quand la comédie musicale est venue à Paris. Donc on va en parler tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Et désolé de ne pas connaître Friends. Non, mais elle au moins, par rapport à nous, elle a la chance qu'elle peut tout redécouvrir pour la première fois. Exactement. Et Dieu sait moi, j'adorerais découvrir des nouveaux épisodes de Friends. Et on va y venir dans un instant, on va faire un petit tour de table. Et puis, une grande voix. Vous savez qu'on aime recevoir les gens qui font du doublage et qui nous font vivre nos personnages. Et je pense que il y a deux personnages que les parents n'en peuvent plus. C'est d'un côté la Reine des Neiges et de l'autre Miraculous. Et bien, elle est l'une d'entre elles, justement. Bonsoir Anouk Aubois. Bonsoir. On est très heureux de te recevoir. On avait reçu le créateur de Miraculous il y a quelques mois, qui était venu ici, qui nous avait parlé de tout ce process. Et c'est vrai que Miraculous, c'est un vrai phénomène. Ouais. Le dessin animé est devenu un tel succès. Ouais. Français, évidemment. On va y revenir dans un instant. Auparavant, tiens, justement, Maëlys, c'est quoi ta scène préférée dans Friends ? Non, pardon. C'est le générique. Elle adore le générique. Non, alors, rapidement, petit tour de table. Est-ce que vous avez une scène comme ça que vous aimez avec Chandler dans la série ? Toi, vas-y, Nora. Moi, j'aime quand Joey il arrive déguisé en Chandler. Et un petit clin d'œil à ma meilleure copine, car c'est son épisode préféré. Voilà, où il a tous les vêtements. Donc on a fait beaucoup de soirées déguisées où on était déguisés en Joey, déguisés en Chandler. Voilà. C'est un moment évidemment culte. Sinon, c'est bien sûr le quiz. Mais je pense que c'est tous les gens du monde, c'est leur scène préférée. Oui. Moi, je dirais que c'est le dernier épisode, la dernière minute, la dernière phrase de dialogue quand ils vont tous descendre, ils ont laissé les clés dans l'appart et il dit « Where should we go ?» Et où il dit ça. Où est-ce qu'on va boire un coup ? Et il dit « Où ça ?» Où ça ? Parce que même dans ce moment où on était tous en train de décéder dans nos larmes, il arrive à nous faire rigoler. Ouais. Anouk ? Oh, il y en a plein. J'adore quand il fait le fouet. Ouais. Et il y a aussi une scène où il se met dans une boîte parce qu'il s'est fâché avec Joey et pour dire qu'il est d'accord, il sort le doigt et il fait comme ça. Mais oui, bien sûr, je m'en souviens. J'adore. Exactement. Mais bien sûr. T'as déjà vu là, non ? Je pense extraordinaire. J'allais te dire, tu sais, dans Friends, il y a une séquence où Joey doit apprendre plein de mots compliqués et il n'arrive pas à les comprendre parce qu'il a l'impression qu'il est couillon et il achète des collections d'encyclopédies et on lui dit quand tu ne connais pas des mots, tu fais... Genre Jacquette. J'allais te dire, tu sais ce que tu fais comme ça à toutes les séquences qu'on dit, mais t'as eu une meilleure réponse que nous. Et toi ? Donc, c'est beau. J'adore. Tu t'es pris un vent quand même, toi, avec la main que t'as tendue et voilà. Mais ça fait 30 secondes que ma main est comme ça. Elle continue, hein. Mais vas-y. Tu peux juste me frapper la main. Mais ça fait 30 secondes que je suis comme ça. On dirait que je... Moi, je... C'est parti, on l'a perdu. Donc, moi, je crois que... tu demandes à parents. Mais non, j'essaie d'être copine avec toi. Ouais. Ça vous dérange pas si on peut continuer l'émission ? Bon, vas-y, Alex, dis-nous-toi. Et toi ? Non, moi je crois que c'est toutes les blagues que peut faire Chandler. Et notamment, je crois qu'à un moment donné, il dit est-ce que quelqu'un sait comment on retire un poussin d'un micro-ondes ou d'un grille-pain ? D'un magnétoscope, voilà, exactement. Et toutes les séquences, il a ce chic, voilà, et ce petit regard un peu de dandy anglais qu'on voit dans la photo qui est derrière nous. Le mec est capable de se prendre des vents avec des vannes, mais qui assume jusqu'au bout toutes ces vannes. Bah comme moi quoi, il y a de 35 secondes sur ce plateau. On est et puis évidemment, je rejoins Nora, l'épisode du quiz où personne ne sait ce qu'il fait comme métier. Il est développateur. A Trustmaster. Moi je le dis à la française. Voilà. Désolé madame, on voit les professionnels, mais on est une radio très française. On va être mis au rebut. Je vous précise quand même qu'en troisième partie d'émission, Lola Moreau sera avec nous. Si vous ne la suivez pas sur les réseaux sociaux, elle est sur TikTok et elle fait quelque chose qui est interdit normalement sur TikTok. Elle donne du fond à des contenus en proposant des lectures. Non, on est engagé. Vous allez voir, elle fait des conseils de lecture. Elle donne du fond. Elle donne du fond, oui, elle donne du fond, du contenu. Du contenu. Ah, je savais pas que ça se disait. Donner du fond à quelque chose. Ouais. Écoute, avant qu'on touche le fond, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec notre première invitée qui est avec nous, Anouk. Et bah tenez, on se met une petite piqûre de rappel dans la tête pour les parents, pour les enfants, pour tout le monde. Regardez. Non. Je m'appelle Marinette, une fille comme les autres. Mais quand le destin me choisit pour lutter contre les forces du mal, je deviens Miraculous Ladybug.
Voilà donc pour Miraculous, dont on va voir apparaître évidemment la photo derrière nous, parce que c'est vrai que on le disait, c'est un vrai hit. Que ce dessin animé là et être la voix française comme ça d'une héroïne qui est populaire et qui a un vrai succès français, le disait Nora, qui s'exporte dans le monde entier, qui est un carton dans le monde entier, ça représente quoi pour une comédienne quand on a ce genre de rôle? C'est la voix originale. Oui, pas oui. Voix française. Nora, je te propose de détendre ton pardonnais, c'est beaucoup trop investi. On va se calmer, c'est une série française. Genre, t'as des parts la voix originale. Mais j'aime bien qu'on le dise. Voilà. C'est vrai. Je me rends pas compte en fait. Enfin, je préfère. Je sais pas. Tu le vis au quotidien. Je comprends pas. Enfin, je pensais pas que ça allait aller jusque là. Je réalise pas et voilà. Tu te souviens du moment où on t'a appelé pour jouer pour être le rôle donc original de Ladybug, ouais, et alors, donc de créer tout quoi. D'abord, j'ai fait des essais et sur les essais en fait j'ai fait 2 essais. J'ai fait et Marinette et Alia. Et après, on m'a appelé pour me dire tu as été choisie. Donc, je ne savais pas pour qui j'étais choisie. Qu'est-ce que tu avais préféré au moment Marinette. des essais? Ok. Non, elle est rigolote, mais c'est moins Ton mon humeur, énergie. mon énergie. Et donc, j'ai dit ok, super. Et quand je suis arrivée le jour pour enregistrer, je fais mais au fait, je fais qui? Voilà. Et voilà, et c'était parti on est déjà à 5 saisons, 5 saisons. de ce personnage, des films, un film de cinéma cet été-là. Qui est sorti hier. Ça représente combien Qui est de sorti séances de travail sur une... Je m'en rends pas compte, c'est des séances... c'est toutes les semaines, on va au studio? Non, pas du tout. On enregistre par bloc. On enregistre par bloc. Après, comme c'est une création, forcément, quand c'est une création, les délais sont pas toujours... C'est comme les travaux. Hein, donc, on est censé enregistrer 2 ou 3 épisodes à chaque fois. Et ça peut être un seul ou 2 ou les 3. Et un épisode, c'est combien d'heures d'enregistrement? Je Alors, sais pas, est-ce que ça se joue vraiment en heures ou est-ce qu'il faut aller non, vite? pas vrai. Il faut aller vite. Ça dépend. En période Covid, ça allait très vite parce que j'étais toute seule au micro. Donc, pour faire ma session, ça allait assez rapidement. Sauf si j'avais beaucoup de passages à faire, de lignes à faire. Ça dépend. En fait. Ma question est relou. Non, c'est pas ça. Non, c'est parce qu'en fait, ils enregistrent leur passage. Donc, je crois que pour un épisode, je crois qu'on a le droit à 1 jour et demi par épisode. Ok. Donc mais pour tous les personnages. Donc pour 26 minutes, donc pour c'est tous les très personnages. rapide. C'est très rapide. Ok. Voilà. Et que ça représente quoi comme travail de transformation de voix pour créer ce personnage-là? Est-ce que voilà, il faut la trafiquer beaucoup? On la reconnaît un peu quand même, mais voilà. Mais... J'avoue que pour le coup, je suis assez dans mes chaussons avec elle. Ouais. Hein. Je trafique pas grand-chose. Je suis un peu plus aiguë parce que elle a quelques années de moins que moi, donc chouïa. Donc je l'allège un tout petit peu, mais après, non. Le plus dur là, ça a été pour Toxinelle. Oui, évidemment. Qui est sorti. Mais t'as un brief à respecter ou t'as vraiment toute la liberté? Tu peux y mettre ce que tu veux dans la voix la première fois que tu la poses pour... En fait, je la pose pas parce que ça a beau être une production française, comme ça s'exporte dans 130 pays, pour pouvoir poser les voix de tout le monde, les voix, ce qu'on dit, les voix témoins, sont anglaises. Ok. Donc, donc en fait, normal. le texte est écrit en français, adapté en anglais, le lip-sync est fait sur... le mouvement de bouche est fait sur l'anglais, et après, c'est retraduit en français, et là, c'est à moi de me débrouiller. Ah ouais, d'accord. C'est l'aberration, c'est que c'est une création française, mais c'est fait sur le doublage, C'est parce que c'est sur le doublage anglais. trop populaire. Mais c'est vrai. Donc ça veut dire que International. si tu la travailles, enfin tu la changes à peine, ça veut dire que demain tu te balades dans la rue, les gamins te reconnaissent. Alors non, parce que les enfants, en fait, j'ai pas la tête de Marinette ou de Ladybug, donc pour le coup, ça va. Mais si on leur dit, Ou s'ils ferment les yeux. et je leur dis justement, je fais ferme les yeux, et là, je leur fais, puis même je leur demande de dire la Tu leur fais phrase. quoi? Tu leur fais- alors, Mes enfants, ils reconnaissent la voix. Excusez-moi, Et hier, est-ce que vous pouvez ne pas faire une contre-émission de votre côté? Ce serait vraiment très sympa. raconter cette Non, mais- anecdote. Bah vas-y. Parce qu'hier, mes enfants, ils m'ont dit, tu peux nous montrer Marinette, en vrai, parce qu'ils savent que je connais Anouk. Et j'aurais montré, ils étaient hyper choqués. C'était amoureux? Pas du tout à Mais Marinette. parce que c'est difficile de se Oui, de se pour eux, projeter. elle a la même voix, Mais c'est mais hyper dur, elle n'a pas le même visage, donc c'était hyper dur. Bah mais oui, elle a mon pas- fils c'est était pas amoureux de Marinette, ouais. Marinette. Si c'est ça la Prends pas question. cet air un peu de désabuseur. De... Je préfère Anouk, hein. Si je devais me déguiser pour Halloween, moi perso je me déguise en Anouk. C'est pas très sympa. Pour Halloween, c'est pas hyper sympa. On peut jamais réussir. J'ai essayé de faire un compliment. Tu sais, je crois que vaut mieux se taire dans ces cas-là. Ouais, ma spécialité. Et quand tu leur demandes, quand tu leur dis, je vais te faire la phrase, tu leur fais quoi?
Ça dépend, soit je leur demande une phrase, soit je leur fais la phrase du générique. Qui est ? Je m'appelle Marinette, une fille comme les autres, mais quand le destin me choisit pour lutter contre les forces du mal, je deviens Miraculous Ladybug. Voilà, là tes enfants ils sont... Et alors, je vais quand même raconter les quiz, je balance rien, mais autant tout à l'heure quand on parlait de Friends, Maëlie est en train de se dire pourvu qu'on me pose pas la question, autant là quand on a dit la voix on la reconnaît, elle a fait ouais. Donc tu connais Miraculous? Oui, parce que moi j'ai une petite sœur de 7 ans qui voilà. du coup il y a même un peu récemment regardait Miraculous, donc j'ai un peu dans l'oreille la voix. Enfin, j'entendais en boucle le générique à la maison. Hein. Oui. C'était le tube de C'est l'année. à moi le générique. Bah on t'entend? Non, c'est Que la phrase du début. c'est Lou qui était dans Demain nous appartient. Ah, Pas la première pas la saison. première. Ah bon? Bah non. Et non. Bah non. Et d'ailleurs, petite info, celui qui avait créé le générique de Miraculous, en fait, qui avait fait la voix témoin, c'est Noam, le chanteur de Goldorak, qui avait fait. Et c'est lui d'ailleurs qui a composé la musique. La générique. musique Ghost Force. Moi, c'est Goldorak. Mais c'est fou, finalement, la voix n'a pas d'âge, parce que ta voix pourrait fonctionner sur un personnage de 12 ans. Troisième tag dans la Mais non. Mais elle a quel âge, Marinette? Marinette a 20 ans, elle est babysitter et designer. Non, Marinette, elle a 14 ans. Voilà, elle a 14 ans. Si. Elle est au Mais ça se collège. voit. Babysitting. Mais ça se voit alors, qu'elle a ma fille 14 aussi, elle a Non, moi, 14 ans, elle fait du babysitting. 14 ans. Ouais, jamais. Ça se Non voit mais qu'elle a pardon, 14 t'as ans. pas 14 ans, tu n'as rien, tu es mais très jeune, mais ça prouve que la voix ne vieillit Oui, pas. tout à fait, C'est un tout à fait. organe Ouais. qui ne vieillit pas. Ce qui est bien mon problème, c'est que je ne fais que des jeunes filles ou Mais jeunes il y a femmes. plus de boulot, non? Non, à toi ça Non, t'arrange bah non, pas mais il y a plus de comédiennes de 20 ans qui arrivent. Et qui arrive. Et on fait non, la vieille, laisse tomber. Et le problème, Non, c'est mais qu'effectivement, t'as il une y, patte. il y a une tradition maintenant dans le doublage qui est de coller de plus en plus entre les comédiens et l'âge des personnages, alors Ouais. qu'avant, on avait des gens, je pense, comme Dorothée Pousseau, Brigitte Lecordier, Jackie Berger, tout ça, qui étaient des grandes voix du doublage et qui Ouais. pouvaient faire plein de voix, et qui, c'est vrai que maintenant, en font un peu moins. Ça fait rêver le doublage pour des jeunes comédiennes? Je me posais la question, parce que souvent, on pose la question, et alors quand on est chanteuse, peut-être aussi. Bah, c'est vrai que c'est un monde que j'ai pas trop exploré, mais autour de moi j'en entends beaucoup parler. Et c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais bien tester. Je lance une petite. Non. Moi, je connaissais Miraculous et j'ai pas dit Voilà, hein. Autant Non, mais Matthew oui, Perry. c'est assez intriguant quand même. C'est assez intriguant. Moi j'aimerais bien tester un jour, ça c'est sûr. C'est quoi le conseil que tu donnes à des jeunes comédiens comme ça qui ont envie de tester le doublage? Est-ce qu'il y a une qualité, outre le fait, on le rappelle, qu'il faut être comédien, C'est ça. mais outre, une fois qu'on a On passé l'oublie, ce ouais. périmètre-là qui est le important, qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil en termes de voix, de travail de la voix? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à... Non, en termes de voix, ils ont leur voix et c'est ça qui est intéressant justement, c'est leur identité, leur patte. Maintenant, ce qu'il faut, c'est pas se dire je fais du doublage, je fais ce que je veux et j'apporte ce que j'ai à... C'est un vrai travail qui Bah, c'est un s'apprend. vrai travail et puis en règle générale, c'est pas nous qui faisons le jeu, c'est quelqu'un qui l'a déjà fait et nous, on a juste à se mettre dans les chaussons de la personne. Moi, tout ce que je fais, c'est pas... voilà. Marinette, c'est pas pareil, c'est un dessin animé, donc je peux apporter plus de choses, être un peu plus fofolle, proposer des petites choses. Quand c'est du live, c'est quand même vachement plus compliqué. Oui, mais finalement, ce que tu dis, c'est comme un scénario qui est très bien écrit ou un dialogue qui est très bien écrit. Techniquement, un acteur doit pouvoir arriver sur le tournage et se mettre dans les chaussons de son personnage puisque tout est là déjà. Donc, c'est pas que tu joues moins ou que tu as moins de travail à faire qu'un acteur, c'est juste que quand c'est bien et que les indications sont claires, il n'y a plus qu'à faire en fait. Oui, et puis il faut avoir bien écouté aussi quand même. Hein. Il faut Après, écouter la version originale, être capable de le reproduire, Parce être que- dans l'intention. Tu lis un texte qui est bien écrit, qui est en place, si tu le joues comme une patate ou si tu le joues complètement autrement que la personne qui l'a fait... Oui, non, si tu connais ton... Oui, c'est vrai, il faut savoir quand même jouer quoi. Et alors, Faut connaître son personnage Il d'origine. faut connaître son personnage, écouter ce qui a été fait avant et après pouvoir retranscrire en français, donc avec pas la même dynamique et tout ça. La chose et alors, sans quand sortir on des- recevait le créateur de Miraculous, je lui disais, moi ce que je trouve génial, c'est qu'effectivement, on fait à la française ce que d'autres pays font très bien depuis très longtemps, c'est-à-dire ces super héroïnes, ce qu'on appelle, le japonais appelle les magical girls, mais ces grandes héroïnes qui se transforment. Et on va voir une photo d'un projet que je crois que tu fais, et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de filiation quand même. On regarde, T'as bien raison. et voilà, bah oui, Eh oui. bah oui. Quoi, t'avais Tu raison. connais pas Sailor Moon? Sailor Moon, depuis Sailor Moon Sailor Crystal, je précise, Ouais, depuis depuis Crystal. 2014 sur Ouais. Netflix, c'est ça, je Ouais. crois. Tu as repris le rôle de Sailor Moon. Ouais. Alors avant Ladybug. Avant Ladybug, c'était Avant dingue. Ladybug, ouais. Donc j'ai été choisie par Antoine Nouel pour reprendre le rôle et j'ai adoré. Et en même temps, Usagi ressemble quand même beaucoup
à Marinette. À Marinette, il y a une filiation. Et je crois truc... que ça faisait partie des inspirations des créateurs de Miraculous, de s'être inspirés de Sailor Moon. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Mais elles sont un peu faux folles, un peu légères quand elles sont au naturel. Et après, elles deviennent des super-héroïnes. À ton image, Anouk. Complètement. Exactement. Mais alors là, la question que je me pose, c'est quand on succède et qu'on reprend un personnage comme ça qui est très iconique, comment on fait? Est-ce qu'on fait une création Anouk au bois ou est-ce qu'on on se met dans les pas des comédiennes qui étaient avant et qui ont joué le personnage de Sailor Moon? Qui pour info était la voix de Kelly dans Beverly Hills. Ah, Ben j'avais oui. pas su. Et la femme de Luc Hamet, si je me trompe pas. On va aller prendre un café toutes les deux parce qu'on n'était pas nés. Tu connais Beethoven, t'étais pas né. Donc la culture générale. Donc la culture générale, c'est pour tout le monde. Beethoven sera ravi de la comparaison avec Kelly de Beverly Hills. Hein. Je pense que vraiment on est sur un même niveau en termes d'œuvres d'art, ouais. Ah bah je suis d'accord. J'allais pas faire une imitation de ce qui avait été fait avant, donc j'ai écouté la version originale et j'ai essayé de coller à ce que j'ai entendu. Parce qu'il y a quelques semaines, on avait ici Johan Sauveur, qui s'est mis dans les pas justement de Philippe Auguste, qui a repris Le Maître de l'Univers par exemple, et il disait que son grand kiff, ça a été d'arriver sur le plateau et de crier la phrase de Musclor et tout. Donc toi, le pouvoir du prisme lunaire, tu le tiens? Normalement, oui. Ouais, allez, vas-y, tu te souviens? Par le pouvoir du prisme lunaire, je vais te punir. Ah voilà, ça le fait. C'est hyper bien. C'est moi qui suis puni, mais je m'en fous. Je veux bien être puni par Sailor Moon. Là, j'ai eu super peur quand j'ai fait les essais pour Ladybug parce que dans les producteurs de Ladybug, il y a aussi la Toei. Et je me suis dit, Sailor Moon, Miraculous. Et en fait, bah non. Et quand j'en ai parlé à Pierre, je me rappelle plus de son nom de famille, qui était le client de la Toei, je lui ai dit merci de ne pas avoir mis un veto. Il m'a dit, bah, tu sauves Shanghai, tu sauves... Paris. Pareil. C'est le même boulot. Tu sauves. Voilà, c'est ça. Et entre les deux, c'est une mère au foyer quasi désespérée avec ce personnage-là. Regardez, on va le voir apparaître. Elle est très désespérée et très hystérique aussi. Si elle arrive, regardez. C'est Chichi, le personnage dans Dragon Ball Super, je crois que tu l'as fait, il me semble, dans les nouvelles séries qui est venue. Pareil, dans les toutes dernières qui sont sorties, où là aussi, il y a eu ils ont décidé de refaire certaines choses et donc de donner des rôles qui étaient tenus par deux comédiennes, de splitter un petit peu. Ils ont juste gardé certains voix iconiques comme Brigitte Lecordier pour... Brigitte Lecordier faisait Trunks et Gohan. Gohan Petit, ouais. Voilà, et elle ne fait plus Trunks petit. Ouais. La connaissance, ça doit un petit peu la chatouiller, ça doit pas lui plaire parce qu'elle non, ça lui a pas plu du tout. Ouais. Pas du tout. Après, elle s'est battue, voilà. Et c'est Céline Monsara avant qui faisait Chichi en même temps que Bulma. Exactement. Et comme il voulait un peu faire en sorte qu'on ne reconnaisse pas trop les voix. Donc la voix de Julia Roberts. Voilà. J'ai récupéré. Après Céline, Chichi. Donc on a combien de personnages en même temps quand on est une grande voix du doublage? On peut en avoir. Même dans Dragon Ball, j'en ai 5 ou 6. Ah ouais, d'accord. Et passer d'une voix à l'autre dans la même scène, c'est facile? Bah, s'il y a beaucoup d'écart entre les phrases, je peux enchaîner, je peux changer. Quand c'est trop serré, trop rapproché, on fait plusieurs passages. Je fais une piste par Qu'il faut prendre son personnage. souffle pour... Non, pas forcément, mais c'est l'humeur, c'est l'énergie. Quand t'as quelqu'un qui est très... Ah ouais. Et Chichi est comme ça. Hein. Non. Chichi est légèrement comme ça, mais c'est pour ça qu'on aime le personnage. Quand tu regardes tout ce qu'on appelle la voxographie, qui est un mot absolument hideux, mais enfin c'est pas grave, ça rend bien compte de votre parcours. Il y a un personnage auquel tu as vraiment beaucoup d'attention, qui te touche beaucoup, que tu aimes particulièrement, ou c'est compliqué de faire un retour? Mon préféré au moins. C'est lequel? DC et Rogue. Oui, j'adore aussi. Mais à chaque fois, c'est les mêmes genres de personnages. Ouais, non, c'est vrai que je peux pas nier que Ladybug, c'est un truc... Voilà, je la fais depuis 8 ans. Donc forcément, c'est quasiment un des seuls personnages que je fais depuis autant d'années. Avant, c'était une série en live et j'adorais aussi la comédienne. Après, non, je les aime tous parce que c'est hyper... de temps en temps, ça change. Je fais des méchantes, je fais des gentilles. Et voilà, je sors de mon quotidien et si je tu joue. pouvais doubler n'importe qui là? N'importe quel personnage. Toi, c'est ce que j'allais dire.
Je te le souhaite. Hein. Non, n'importe quel personnage. Ouais, je connais leur voix française, donc je veux. C'est compliqué, ouais. C'est hyper compliqué. Ah ouais. Je veux. C'est un coup de se faire des ennemis dans tout le métier, quoi. Donc... Non, mais alors même pas. Après, je pourrais dire, j'aurais adoré faire un tel, mais l'autre, l'autre, c'est très bien. Ouh, mais, non, mais en plus, j'ai 10 personnes. Je sais. Sorry. Mais non, Ok, bah c'est... Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est camaraderie. Ouais, dans la voxographie, c'était comme ça dans le cinéma. Ah, ça n'existe pas dans le cinéma. Ce serait joli. Non, on est très solidaires. Hein. Ça m'est arrivé qu'on m'appelle pour reprendre un rôle et j'appelle avant. Ouais, ça c'est pas souvent. En disant qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux y aller? Est-ce que ça te dérange si c'est moi ou pas? Est-ce que t'as vu Friends? Je me rappelle quand Joey il passe un casting pour son propre rôle où il est viré sans le savoir. Non, ne te sens pas cerné, Maëlie. Bah non, pas du tout. Tout va très bien se passer. Oui. Mais en tout cas, Anouk Elle passe le pire moment de sa vie. Ouais. En tout cas, Anouk fait partie de ces grandes voix du doublage aujourd'hui qu'on aime beaucoup. C'est vrai qu'on en parlait depuis un moment avec Nora de te recevoir. Et c'est vrai que voilà, être capable d'imprégner, de marquer des personnages comme ça, c'est toujours le signe des bons comédiens et des bonnes comédiennes. Donc ça fait plaisir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants qui vont grandir avec ta voix dans leur tête parce que tu les auras accompagnés sur Miraculous. Et ça fait plaisir, on imagine. Il y aura eu Anouk Grimberg, Anouk Aimée, et maintenant Anouk Aubois. Anouk. D'ailleurs, Voilà. on te fait une recherche Google, t'as Grimberg et Aubois. Et attends, ça- Pas mal. Attends. Pas mal Anouk ça. Mais elles n'ont pas un C comme moi. Non, et ça fait toute la différence. Tout Et est ça dans fait le toute C. la différence. Dans un instant, on va partir dans un autre univers, un univers musical avec Maëlie. Mais auparavant, je vais vous proposer de découvrir une série qui va arriver le 13 novembre prochain sur France 2. C'est une série qui est très importante, adaptée d'un livre qui a fait beaucoup parler, puisque c'était une enquête menée par une journaliste de Mediapart sur le violeur de la Sambre. C'est Jean-Xavier de Lestrade qui propose cette mini-série qui s'appelle Sambre, avec notamment... Alix Poisson, voilà, je cherchais le nom, dans un fait divers odieux entre les années 80, 88 je crois et 2017. Un violeur en série a sévi le long de la Sambre, cette rivière qui coule dans le nord de la France, et il a agressé en toute impunité des dizaines de femmes avant d'être arrêté en 2017 et condamné en 2020 à 30 ans de prison. La série va arriver donc le 13 novembre prochain. Elle est évidemment très attendue en 6 épisodes. C'est coécrit notamment par Marc Herpoux, qui était un des fidèles auteurs de Hervé Admar, et c'est une série à ne pas manquer, une série qui va à mon avis vous remuer. Et voici un petit extrait du premier épisode qui passe le 13 novembre prochain. Alix Poisson emmène les policiers qui ont du mal à vouloir l'écouter sur les lieux de son agression, qui en 88 pour elle, elle ne sait pas trop si c'est vraiment un viol ou si c'est une agression, puisque tout le monde lui dit qu'elle a eu de la chance. Regardez. Mais les gens... Je suis désolée. Bon, ok, continuons. Et ben après, il m'a entraînée par là. Et il me poussait dans la descente comme ça pour que j'aille plus vite. Et c'est là qu'il m'a dit la phrase que je vous ai dite dans votre bureau. Et après, en fait, moi, par là, j'ai buté sur quelque chose, une pierre ou quelque chose comme ça. Et du coup, il m'a relevé d'un coup sec comme ça en me tirant vers le haut avec son espèce de corde là. Et moi, j'arrivais plus du tout à respirer. Et lui, il a continué à tirer. Donc voilà, vous avez l'affiche derrière vous. La série va faire un espèce de saut chronologique entre 88 et 2017. À chaque épisode, vous aurez une personne importante qui a pris part à l'enquête. Donc ça va être une juge d'instruction qui va essayer de lutter pour relancer l'enquête à tort. La maire d'un village aussi qui va être touchée par les agressions, jusqu'à un expert en cold case qui va relancer l'enquête et permettre l'arrestation de ce type. 6e épisode est uniquement centré sur justement le procès du violeur de la Sambre, un homme comme les autres, qui était ami avec les policiers du coin, qui jouait au foot avec eux. Bref, c'est une histoire assez terrible, et c'est aussi une histoire de la libération de la parole des femmes au fil des années, et une série dont l'aveu même de Jean-Xavier de Lestrade
Lestrade et de Marc Herpoux n'aurait pas pu se faire certainement avant MeToo parce que la parole n'était pas libérée de la même façon et que peut-être que les gens ne l'auraient pas accepté de la même façon, mais c'est une série nécessaire et qu'il faut regarder. Il y a 6 épisodes. Oui, c'est lourd. Oui, c'est vrai qu'on se demande si, pour répondre à la question que nous disait Julia pendant la pause, c'est pas forcément le genre de choses qui met de la joie en ce moment. Et la vraie question, c'est est-ce que les gens vont avoir envie d'aller la regarder ? Mais elle est nécessaire et je vous la conseille vraiment. 6 épisodes donc de Jean-Xavier de Lestrade et Marc Herpoux. On revient à un univers un peu plus lumineux, un peu plus joyeux. Je vous emmène cette fois-ci sur une petite île en Grèce. Posé sur la scène du théâtre du Casino de Paris, un lieu emblématique, puisque les plus grands s'y sont mesurés. C'est là que Lynn Renaud était meneuse de revue dans les années 50, et aujourd'hui elle accueille Mamma Mia, cette comédie musicale venue tout droit des États-Unis qui existe depuis 1999. Venue de Londres. De Londres, ah oui, c'était à Londres, ouais, exactement. Initié par le groupe ABBA. Et voici un petit teaser. Alors, il n'existe pas, sauf erreur de ma part, encore de teaser de l'édition 2023. Il va arriver. Oui. Donc en attendant, c'est le teaser évidemment qui a été fait pour annoncer le retour sur les images donc, de 2010 avec Gaël Gauthier dans le rôle de Sophie Sheridan. Mais voici à quoi ça ressemble, ça vous met la pêche tout de suite, regardez. Mamma Mia, donc la comédie musicale, vous avez bien fait de rectifier, venant de Londres, qui a donné lieu ensuite à un film. Je crois même qu'il y en a un troisième qui est en préparation. Oui, un deuxième. Non, un troisième. Il y en a déjà eu un deuxième. Ouais, et il y en a un troisième film. Ah, il y a un troisième qui arrive. Oh là là, d'accord. Tac tac. Et Sophie Sheridan, donc que tu incarnes, tu succèdes à Gaël Gauthier qui joue ta maman. Tu sais donc ce qui t'attend dans 15 ans. Tu joueras peut-être. Écoute, peut-être. Quand on est contacté, j'imagine on passe des essais, mais quand on a la possibilité de passer des essais pour une comédie musicale de cette ampleur-là, comment on réagit, c'est une pression, c'est... En fait, on n'est pas contacté, c'est nous de notre propre gré qui allons au casting, quoi. Donc on envoie une vidéo, on est sélectionné ou pas. Suite à ça, on passe des tours de danse, des tours de chant, d'acting. Moi, j'ai pas été prise après le premier tour, en fait. Ah mince. Oui, voilà, j'ai pas été prise. Comme quoi, ouais. Voilà, tout est possible. J'ai pas été prise après le premier tour. Et en fait, j'ai été rappelée des semaines plus tard. Ils n'avaient pas encore trouvé leur Sophie. En fait, celle qu'ils avaient choisie est tombée malencontreusement dans l'escalier. Et donc, ils ont rappelé. Non, et en fait, voilà, j'ai été rappelée quelques semaines plus tard pour passer les auditions pour Ensemble doublure Sophie. Donc pour le lendemain, je me suis retrouvée à apprendre toutes les chansons et les scènes de Sophie. J'étais comme ça dans ma chambre. Et en fait, j'ai été rappelée 3 semaines plus tard me disant « C'est bon, t'es prise pour le rôle de Sophie en titulaire. » C'était quand ça ? C'était avant l'été ? Oui, j'ai eu la réponse le 2 mai. C'est ancré dans ma tête. Ah ouais, tu m'étonnes. Le 2 mai. Les dates qu'on revient. Et là, on te dit, t'as 4 mois pour apprendre les chansons, les chorés, le texte. Parce que, à la différence des comédies musicales françaises, il y a une vraie partie dans les comédies musicales à l'américaine et à l'anglaise au jeu. Ouais. Et avec, pour le coup, des scènes de. Enfin, toi, tu l'as vu, je crois. Tu l'as vu aussi, Julia, Mamma Mia ? Non, mais le jeu est vraiment. Et les scènes sont vraiment très drôles, les scènes de comédie. Donc, il faut jouer. Ah, vous parlez du film quand tu me demandes ou de la comédie musicale ? De la comédie musicale, mais même le film, c'est assez proche. Le film est assez proche, quoi. Oui. Moi je trouve pas. Ok, ça va, j'ai rien dit. Tout va bien. Tout va bien. Moi je suis d'accord avec toi, je trouve que ça n'a rien à voir le film. Oui, c'est pas tout à fait la même énergie, et même au niveau de la Sophie, dans la comédie musicale, la Sophie est plutôt pétillante, joyeuse, elle travaille dans l'auberge de sa mère, donc elle a un pied à terre, quoi. Elle est pas du tout petite princesse comme dans le film où c'est pas du tout la même énergie. Ah, donc vous préférez la comédie musicale au film qu'on parle clairement. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Et est-ce que la Sophie de 2023 est différente de celle de 2010 que jouait Gaël, par exemple, Gaël Gauthier ? Je pense que en vrai, toutes les Sophies sont un peu différentes. Moi, j'ai essayé d'apporter un peu de moi dans la Sophie. Et j'imagine que dans les 16 langues où Mamma Mia a été traduite, je pense que chaque Sophie est assez différente. Et toi, elle est comment ta Sophie, du coup ? Moi, j'espère qu'elle est pétillante, joyeuse et qu'elle est hyper énergique. Voilà, moi, c'est ce que j'essaie d'apporter dans mon rôle. Spontanément, on va voir, tiens, voilà l'affiche pour les personnages. C'est un gros, là. C'est violent, hein. Et on va voir aussi derrière
Donna Sheridan, qui est jouée par Gaël Gauthier, qu'on va voir apparaître, qui joue donc ta maman, qui est donc une ancienne gloire de la musique disco. Elle avait un groupe. Et d'ailleurs le groupe se produit et chante Super Trooper au milieu. Ça c'est vraiment un moment qui est vraiment... C'est génial. C'est la première fois en plus où elles apparaissent en tenue disco. Donc là à chaque fois c'est ovation dans le public. Ça cartonne. Ah ouais. Ça cartonne. Le soir où moi j'y étais, ça fonctionne très bien. Quand t'as su qu'il y avait cette la comédie musicale, Nora, et avec les textes traduits de ABBA, t'as eu objectivement... Pour le truc de la mais non, France, t'as eu peur. T'as eu peur oui, comme tout le monde. parce que moi j'ai vu la comédie musicale en anglais. Moi aussi, je l'ai vu à Paris. Elle a été mise à Paris. Non, moi j'ai à Londres et je vivais à Londres, donc j'ai vu avant les films. Oh my god, you're so cool. I know. Après j'ai vu les films que je n'ai pas aimés du tout, donc on peut se voilà. Et après du coup quand la comédie musicale est venue traduite et tout, j'étais pas hyper sereine, je suis pas hyper voilà. Je crois que c'était au Palais des Congrès, si je me trompe pas, il y a 10 ans. Enfin bon bref. C'était à Mogador. Mogador ou voilà. Et au final, en fait, non, ça fonctionnait plutôt bien. Moi, j'avais toujours un peu de mal avec, tu sais, quand la chanson, tout d'un coup, tu as des appréhensions. Et en fait, l'énergie était vraiment là, qui n'était pas dans le film. Mais sur scène, même en français, l'énergie, ça était vraiment là. Non, mais c'est vrai que les gens ont une petite appréhension quand on leur dit que c'est traduit en français. Mais en fait, c'est le principe de la comédie musicale, c'est quand même que la chanson... serve un peu le propos. Ouais, ce serait bizarre si ça reste en anglais, ça fait exactement. vraiment scène, chanson d'ABBA. Ouais, je suis d'accord. Oui. Donc, et puis en plus, C'est ce que ça fait d'ailleurs en anglais. C'est-à-dire qu'en anglais, moi je trouve qu'on a du mal à avoir la déconnexion avec les chansons d'ABBA qui restent. Bah oui, parce que c'est ABBA quoi. Parce que ça reste ABBA, qu'on les connaît par cœur, alors que là on a presque l'impression d'avoir des nouvelles chansons. Parce que vous l'appropriez. Donc ça... Bah tant mieux. Mais en plus les sonorités sont à peu près les mêmes. Ils n'ont pas fait des traductions qui sont hyper éloignées des chansons anglaises. Toi c'est quoi la chanson que tu as le plus de plaisir à chanter ? La chanson que j'ai le plus de plaisir à chanter, j'aime beaucoup Dis-moi à quoi tu joues. Okay. En anglais c'est What's the name of the game. Ah ouais, j'adore cette chanson. Voilà. La relou. La relou. Ah oui. Et je garde un rêve, I have a dream forcément. Ah oui. Ah là, c'est à la toute fin. C'est ça. Et au tout début aussi. Et au début, mais ça c'est le final juste avant le rap. Bon, non, mais il n'y a pas de spoil. Là, il y a un rappel à la fin qui est gigantesque, que j'invite tout le monde à découvrir parce que c'est vraiment. C'est exactement le même qu'il y a 15 ans, mais ça fonctionne toujours bien. L'enchaînement de 3 tubes, et à la fois français et anglais. C'est facile de trouver les intonations sur où est-ce qu'il y a, comme Julia le disait là à l'instant avec les titres anglais. C'est-à-dire que forcément, quand on se met à chanter au début, j'imagine, il y a peut-être les chansons anglaises qui reviennent. Alors, ou pas. oui. Mais moi, personnellement, les chansons que Sophie chante, c'est pas les plus gros tubes d'ABBA. Donc, j'ai pas eu l'impression d'avoir trop ce problème-là. Après, c'est plutôt les dynamos, donc Donna Sheridan, ma maman, et ses deux copines qui chantent les vrais tubes d'ABBA, comme Dancing Queen, Mamma Mia. Et là, ça doit être plus vertigineux de se confronter à... Oui, je Mais pense. toi, t'as le plus de papillons, pardonne-moi, cette expression très enfantine, mais les moments où tu vas danser, les moments où tu vas chanter, ou les moments du dialogue, est-ce que tu te rends compte que même si tu fais de la comédie musicale, il y a un de ces arts-là qui t'excite un tout petit peu plus que les autres ? Moi, je viens plus du chant. Ok. Donc ça m'excite beaucoup. Enfin, ça Non, mais c'est pas grave. Non, ça passe. Il n'y a aucune liberté. Non, oui, ça. C'est tes moments les plus ça. jouissifs. non, Voilà, c'est tout. c'est tout. Tu savoures. Oui, tu savoures je ou là savoure. aussi vos imaginaires s'enclenchent? Je savoure. Après, le jeu et la danse, c'est aussi quelque chose qui stimule énormément. Okay. C'est sûr que quand on a les rappels à la fin, de la danse, notre but à nous, c'est que les gens sortent en ayant la banane, quoi. Ouais. Donc forcément, oh non mais elle le fait exprès, c'est pas possible. non mais pas du tout. Arrêtez, c'est un personnage qui est pur dans le spectacle. En plus, elle est pas Elle en a enchaîné, mais elle a réussi un running gag. Ah, mais ça suffit. Oui, t'as raison. Même. Pardon. Et est-ce qu'il y a une chanson qui est plus dure à chanter? Oh non, mais non. Non. Là, vous êtes vraiment très très bas de plafond. On a rien. Je vous en prie. Maëlie, alors. Vas-y. Une chanson qui est dure à chanter, en fait, l'ouverture Je garde un rêve est très compliquée parce que je suis vraiment toute seule sur scène. Et c'est vrai que d'essayer de captiver les gens alors qu'ils sont encore là en train de se dire oh là là, j'aurais peut-être dû faire pipi, là je pourrais y aller à l'entracte. Oh là là, c'est très dur d'embarquer les gens directement. Voilà, oui, c'est le moment où tu les fais rentrer dans la pièce. Exactement, d'être toute seule avec juste 3 pauvres lettres et une chanson,
c'est assez stressant. Et ce qui est fort, c'est qu'en plus, comme c'est produit par Stage, qui est une grande compagnie qui fait des comédies musicales, c'est vrai qu'il n'y a aucune captation. Il y a un seul enregistrement live qui date d'il y a 15 ans. C'était le spectacle qui était sorti en CD, mais en vidéo, il n'y a quasiment rien. Donc c'est vrai que c'est une expérience à vivre sur scène. On y va et on en profite. Toutes les comédies musicales Stage n'ont jamais été retranscrits à la télévision dans des captations et tout. Pourtant, il y en a eu des très bonnes. Moi, j'avais vu La Belle et la Bête ou même Le Bal des Vampires qui était vraiment génial. Donc, vraiment, il faut aller vivre ce moment au Casino de Paris. C'est jusqu'à quand ? C'est jusqu'au mois de janvier pour l'instant ? Alors, on joue jusqu'au 21 janvier et on reprend du 20 février au 28 avril. Toujours au Casino de Paris. Oui, toujours au Casino. Donc, les gars, il faut en profiter, mais allez-y, ça se remplit assez vite. Ouais. Donc, il faut vraiment savourer le moment. C'est pas un piège, tu me dis oui, tu me dis non. Tu te sentirais de nous faire un petit bout là ou pas, a cappella ? Oh non, je oui. Attendez. Oui, on peut y aller. On fait quoi Ce que tu veux. C'est open bar, tu fais ce que tu veux. Bah, Je garde un rêve peut-être ? Ouais. Allez. Je garde un rêve comme un refrain. Quand tout s'achève, ça me revient. Si tu crois aux merveilles et aux contes de fées, tu peux voir la lumière dans l'obscurité. Voilà. Merci beaucoup, bravo. Et le reste, c'est au Casino de Paris, tous les soirs à 20h. Le spectacle dure un petit peu plus de 2 heures, 2h35 avec l'entracte. Et c'est un vrai bon moment que je vous conseille vraiment d'aller voir. Les filles, allez-y, parce que vous allez vous régaler. C'est un très très beau spectacle, c'est vraiment repris. Je dis que les Dynamos, en plus les 2 comédiennes qui font les Dynamos, elles ont un succès fou sur scène. Elles sont très drôles. Elles sont incroyables, les 3 les 3 sont géniales, on n'en doutait pas avec les comédiennes, mais c'est vrai que ces personnages secondaires sont assez savoureux et elles emportent l'adhésion du public. C'est feel good et puis on en a besoin en ce moment dans le contexte de plus en plus anxiogène. Ouais, ça fait du bien. C'est hyper feel good, ouais. Ça fait du bien. Justement, on va terminer cette émission et on va continuer à dérouler un petit peu le programme. Il nous reste une invitée qui nous attend en régie. Je disais tout à l'heure qu'on va aller faire un tour sur les réseaux sociaux. Je sais que notamment Julia fait partie des gens qui adorent et qui consomment beaucoup de livres et qui lit beaucoup. Et du coup, on s'est dit, allons voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut faire vivre la lecture sur les réseaux sociaux ? Justement, on a découvert cette jeune femme qui est tiktokeuse. Elle est aussi étudiante en lettres, je crois, à la Sorbonne à Paris. Elle vient pourtant d'une filière scientifique au départ. Elle va nous en parler un petit peu. Et aujourd'hui, elle a envie de faire vivre la critique littéraire et faire passer beaucoup d'informations sur un livre en peu de temps, puisque les réseaux sociaux, ça doit aller vite et ça doit être efficace. C'est sa mission. On va la recevoir dans un instant. Elle s'appelle Lola. On va découvrir un petit extrait de sa chaîne TikTok sur un ouvrage, La Peste de Camus. J'ai choisi cet extrait-là puisque ça va devenir une série l'année prochaine sur France 2 avec notamment Hugo Becker et Sophia Essaidi. Adaptation donc de la série. Voilà, on voit la photo derrière, bravo. Sur un scénario, c'était à Cannes Série, c'était sur un scénario. À monter les marches. Exactement, c'est vrai, elle avait été invitée pour Miraculous. Benjamin Bollen. Et sur un scénario notamment signé Georges-Marc Benamou. On aura l'occasion évidemment d'en reparler l'année prochaine dans cette émission. Mais voici un petit extrait justement de la chaîne de Lola et on va en parler dans un instant avec elle. La Peste, un roman qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 1957. Alors comme très souvent, Albert Camus va poser ses bagages en Algérie, dans un décor qu'il aime tant, à savoir la ville d'Oran. On est à peu près dans les années 1940, et donc on a un premier plan, tout commence avec ce médecin qui s'appelle Bernard Rieux. Il sort de sa maison et il voit sur son palier une souris qui est en train d'agoniser, qui est remplie de sang, ensanglantée et qui est en train de mourir devant lui. Une souris, puis 2, puis 3. Le concierge de son immeuble commence à penser à une mauvaise blague et il est extrêmement énervé. Il se dit mais qui est-ce qui vient poser des souris mortes dans mon immeuble ? Il est absolument fou de rage. Et en réalité, c'est un phénomène qui va se propager dans toute la ville. Des milliers de souris vont sortir pour mourir dans les rues, sur les paliers, dans les maisons. C'est un vent de panique qui commence à se propager dans la ville d'Oran et on a du mal à poser des mots sur le phénomène qui est en train d'arriver. Et voilà donc pour cet petit extrait donc de cette chaîne. Bonsoir Lola. Bonsoir. Moreau, puisque on peut mettre un nom sur cette chaîne, puisque justement... Ah bah non, mais elle repart La Peste, ne faites pas... On peut plus s'en passer déjà. On peut plus s'en passer. Merci d'avoir accepté de venir. Avec plaisir, merci beaucoup.
Je disais tout à l'heure que donner du fond et apporter comme ça un peu de culture et de la littérature sur les réseaux sociaux, j'imagine que c'est pas au départ le truc le plus facile parce que c'est pas forcément ce que les gens viennent chercher sur TikTok en général. C'est ça, et puis alors c'est on va dire un format un peu niche. Parler de littérature c'est toujours assez particulier. En tout cas on a des publics qui sont différents. J'essaye de toucher un peu tous les publics. Sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, j'ai pas les mêmes tranches d'âge, j'ai pas les mêmes personnes qui me regardent et j'essaye au moins d'apporter cette littérature sur les réseaux sociaux, mais c'est difficile parce que sur TikTok, sur Instagram, mais par exemple sur TikTok c'est des formats de moins d'1 minute et parler d'un livre en moins d'1 minute, en tout cas donner tous les arguments pour en parler, pour l'analyser, c'est toujours difficile. C'est quoi ta tranche d'âge sur TikTok Alors c'est plus jeune, ça va être 18-25 ans par exemple, alors que sur Instagram ça va être un peu plus vieux. C'est ça. Voilà. On est un peu plus là. Comment tu choisis? Moi aussi, je suis abonnée. Comment tu choisis sur Instagram. Bah oui, c'est ça. Moi, je l'ai découvert en suivant effectivement d'autres amis qui font ce qu'on appelle le BookTok maintenant. Comment on se lance au départ pour se dire je vais faire une chaîne dédiée à la lecture? C'est difficile. Je pense que j'ai été un peu aidée quand même, je pense par ma prépa littéraire. J'ai commencé en 2020 donc ma prépa littéraire au lycée Lacana à l'Asso. Et je me suis dit que je pouvais en tout cas faire vivre la littérature, essayer de faire vivre la littérature et partager ma passion. Après c'est difficile parce que tous les livres ne vont pas intéresser tout le monde. Faut essayer par exemple de toucher autant les classiques que des livres qui viennent de sortir avec des projets parfois autour de la rentrée littéraire. Et du coup c'est difficile de se lancer et en même temps j'ai tellement d'ondes positives partout et une telle bienveillance de la part de la communauté BookTok ou Bookstagram qui est juste incroyable. Et comment tu crées ta sélection? Est-ce que tu as des partenariats avec les maisons d'édition qui t'envoient chaque mois une petite sélection et puis toi tu proposes les lectures qui t'ont plu très objectivement? Alors soit ça va être par exemple des choix en librairie, si des classiques me plaisent. Quand j'étais en prépa littéraire j'avais plein de livres que je découvrais qui me plaisaient beaucoup et donc je voulais en parler. Après du coup j'ai pas mal de partenariats avec des maisons d'édition aujourd'hui et ça me permet par exemple d'avoir les programmes par mail du mois, les programmes à venir et puis moi je choisis, je fais mon petit choix dans cette liste-là. Donc tu sors de la période la plus bouillonnante de l'année, je suppose, que c'était la rentrée littéraire. C'était incroyable. Et c'était une très belle rentrée littéraire, donc tu as dû beaucoup travailler. C'était une magnifique rentrée littéraire. Je pense que tout mon mois d'août a été occupé, heureusement j'étais en vacances, mais tout mon mois d'août Et tu lis combien de bouquins par semaine? Alors ça dépend. Pendant les vacances, hier par exemple, j'ai lu 2 livres. C'est normal. Par semaine. Moi je te comprends. J'ai pas compris sa phrase. C'est un muscle la lecture. Plus tu lis, plus tu lis. Mais ça, les gens ne veulent pas le comprendre. C'est ça. Si, mais bon, hier. Plus tu manges, plus tu manges, plus tu lis, plus tu lis. Ah, ça, je comprends. Voilà. Mais ça dépend. Ça dépend des semaines qui sont chargées ou pas. Mais ça va être 4 livres ou 2 livres quand j'étais en prépa et que j'avais pas vraiment le temps de tout lire. Mais ça dépend vraiment. Mais j'essaye en tout cas de lire le plus possible et de prendre des petits moments pour moi, pour me poser, pour lire, pour analyser, pour... Mais je voulais dire, le grand succès de la rentrée littéraire qui est le livre de Panayotis Pasco, j'imagine que tu en as parlé, qui a déjà dépassé plus de 100 000, je trouve est hyper encourageant sur un peu l'état de la lecture aujourd'hui. C'est que finalement les jeunes ont envie de lire et lisent quand il y a des choses qui leur plaisent, parce que là pour le coup on voit que les jeunes sont au rendez-vous, donc c'est plutôt encourageant. Est-ce qu'il y a des livres que pas que tu t'interdis de traiter, mais on voit que tu vas vraiment dans la littérature, tu fais aussi de la BD, il y a pas longtemps tu as fait Astérix. Est-ce qu'il y a des catégories de livres, des types de livres que tu n'as pas encore traités ou que tu n'as pas envie de traiter ou... Alors du coup j'essaie de diversifier le plus possible, de parler de classiques, de livres qui viennent de sortir, de bandes dessinées aussi. De manga. Et justement manga, c'est quelque chose dont j'aimerais beaucoup parler sur ma chaîne. J'ai regardé beaucoup d'animés et je voulais vraiment parler des mangas ou parler un peu plus de poésie par exemple. J'ai beaucoup étudié de poésie et c'est plus difficile d'amener la poésie sur les réseaux sociaux. C'est plus facile de pitcher un roman voilà. Mais la poésie ou les mangas, j'aimerais beaucoup en parler davantage. Moi, ce que je trouvais, je sais pas, toi, si tu consommes aussi beaucoup d'émissions, on parle de littérature, mais je trouvais que quand on entendait parler, elle avait une voix notamment pour parler des livres à la radio. Enfin voilà, elle a une façon de parler, elle en parle Moi, bien. Moi, c'est tout ce que j'aime et je suis sûre que tu vas faire des grandes choses parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est pas encore, je trouve, traité comme il se doit. Non. Mais peut-être que tu vas être une Augustin Trapenard au féminin dans quelques... c'est tout ce qu'on... c'est pas mal, hein. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est un très beau modèle. Et je voulais savoir, parce qu'on dit souvent que l'écriture est symptomatique de la lecture, est-ce que tu écris du coup ?
que souvent... J'écris un peu, mais j'avais eu une discussion avec François Bunel et où il m'avait posé la question justement de cette part de l'écriture et cette part de la lecture. Et je pense que je privilégie davantage aujourd'hui la lecture, analyser, et c'est un temps qui est incroyable de lire. Ça va être le soir sur des moments de pause. C'est vraiment tout le temps. Du coup, j'ai moins le temps d'écrire, mais c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien et je pense peut-être qu'un jour je pourrais partager un livre. Voilà. Ça viendra, j'en suis convaincu. Cette question que tout le monde se pose et que je te pose, du coup, est-ce que tu connaissais Friends? Alors, j'adore Friends. Donc, j'adore Friends. Mais, il y a un mais? Il n'y a pas de mais. Et en fait, pendant mes périodes, on va dire pendant au collège et au lycée, je pouvais pas rentrer à midi pour manger sans mettre Friends à la télévision. Et ça m'a accompagnée. Friends, mes amours, je ne l'ai pas encore lu. Ben voilà, elle va le lire, ce sera peut-être bientôt. Peut-être qu'elle fait pas de biographie. Et peut-être qu'elle fait pas de biographie. Je peux, si. J'avais fait celle d'Obama. Et, voilà. Et ce serait parfait à découvrir. À découvrir bientôt. Avant de terminer cette émission, je voulais évidemment qu'on puisse voir comment toi tu transmets cette passion. Donc je t'ai demandé de choisir un livre qui t'avait plu. Absolument. Et de le faire. On va le faire en condition TikTok, c'est-à-dire faire passer en une minute à peu près. Ce que t'en penses, quoi. Alors, je vais vous parler d'un livre qui a été un carton dans la rentrée littéraire, c'était vraiment incroyable. C'est Ce que je sais de toi, d'Éric Chacour, aux éditions Philippe Ray. C'est un livre qui est juste magnifique et qui est très varié. Et on nous emmène dans le paysage du Caire, dans les années 80, avec Tarek. Et on a l'impression que Tarek a une vie, mais qui est entièrement réglée par ses parents, en tout cas peut-être par le destin. Son père est un grand médecin, donc il a une carrière qui est magnifique, et il veut que son fils fasse la même chose. Son fils fait la même chose, évidemment, et donc il va avoir son cabinet, il va être avec sa femme, très heureux, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui manque dans sa vie. Et il va commencer à aller dans un quartier un peu populaire du Caire, qui s'appelle le Mokatam, et il va rencontrer le jeune Ali. Il va décider de lui apprendre la médecine, mais pas seulement. Il va lui apprendre aussi le langage du corps, et plus qu'une amitié, il va y avoir une sensualité entre deux, et il va tout quitter. Et c'est un livre qui est juste magnifique. Je le remontre. Donc c'est Ce que je sais de toi, d'Éric Chacour. Et elle a déjà vu où était la caméra, c'est parfait. C'est bien rodé, hein. J'ai tout. T'as vu? Ça a donné envie de le lire. Ça a donné envie. Elle y va. Et on peut avoir juste ton livre préféré de tous les temps? C'est difficile. C'est horrible, c'est la question qu'on pose même. Allez, une petite. Ou un livre en ce moment, on est tous dépressifs, il n'y a rien qui va. On a envie de lire ton livre, un de tes livres préférés là. C'est difficile. Je dirais que le livre qui m'a le plus marqué, ça va être des classiques, mais L'étranger de Camus par exemple, ou Paroles de Prévert. Je suis une grande fan de Prévert, je fais mon mémoire dessus, donc je suis en master à la Sorbonne, je fais mon mémoire dessus. Et je trouve que c'est très lumineux et un beau moyen de penser à autre chose et voir la beauté des choses à travers la poésie, à travers la littérature. Ce sont des ouvrages L'étranger et Paroles. C'est pas mal. En attendant, si on veut te suivre, on te retrouve sur TikTok. Sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Rappelle le nom de la chaîne quand même. La bibliothèque de poche. Évidemment. Et je suis disponible sur ces trois plateformes. On va mettre ça. Voilà. Il fallait vraiment finir sur cette phrase-là, c'était tellement... Il fallait, on en est tellement contents. Merci beaucoup Lola d'être venue. On va mettre toutes les infos évidemment à la fois de ce livre-là et de ta chaîne dans le billet de ce replay. Je rappelle donc régulièrement sur cette chaîne pour faire de la critique de livres. Merci beaucoup d'être venu. Merci Anouk Aubois qu'on retrouve dans plein de productions, mais évidemment les enfants, les grands, les petits, les moyens, vous la découvrez dans Miraculous aux côtés d'Antoine Thome qui joue le méchant et qui était la voix de John Travolta, le papillon, pas le méchant. Ouais, enfin, il est pas très gentil. Le coquin. L'antagoniste. Pas très sympathique quand même. Mais c'est cette voix mythique qu'on connaît de John Et on Travolta, s'est fait une grande amie sur ce Et on s'est fait une grande amie, mais on l'adore. Elle adore Miraculous. Miraculous. Et friande, hein. En tout cas, qu'on retrouve tous les soirs sur la scène du Casino de Paris dans Mamma Mia. Merci Maëlie d'être venue, c'était un vrai plaisir. Merci d'avoir chanté, c'était trop beau. C'était magnifique. Merci à Alexandre Garros qui était à la réalisation. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de la Loi des séries et merci de nous avoir suivis.